comme ça, voilà, vous venez d'avoir le petit message. Comme ça, il sera accessible en replay. Donc, bienvenue à tous. Donc, moi, je suis Estelle Borriès. Je suis diététicienne au CAPS Bretagne, qui est donc la structure régionale d'appui à la coordination pour l'amélioration des pratiques professionnelles en santé. Peu compliqué, en Bretagne. Donc, en tout cas, on accompagne les professionnels, les établissements et les usagers dans l'amélioration des pratiques. Et moi, ma partie, c'est plutôt l'alimentation, nutrition, ce pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui. Donc, pour une meilleure organisation, je vous laisserai pour l'instant couper en tout cas vos micros pour qu'on n'ait pas de son parasite. Et puis, n'hésitez pas tout au long de la présentation à poser vos questions dans le fil de discussion. Et puis, à la fin, Agathe Reynaud-Simon prendra un temps pour pouvoir y répondre. Donc, en tout cas, on est vraiment ravis d'accueillir aujourd'hui le professeur Reynaud-Simon qui est de la PHP, mais je vais la laisser se présenter parce qu'elle fera ça beaucoup mieux que moi. Donc pour ce webinaire sur les alimentations thérapeutiques chez les personnes âgées, quelles recommandations? Donc Agathe, je te laisse aux commandes. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, le CAPS Bretagne m'a proposé de vous parler des alimentations thérapeutiques. En fait, comme beaucoup d'entre vous le savent, maintenant, on ne parle plus de régime, mais on parle d'alimentation thérapeutique. Et donc, il faut qu'on décide chez une personne âgée qu'est-ce qui va relever de l'alimentation thérapeutique, qu'est-ce qui va relever de l'alimentation normale. Et donc, je vais vous parler de ça et comment on fait et qu'est-ce qu'on sait et aussi des choses qu'on ne sait pas. Et on pourra en discuter tous ensemble à la fin. Alors, dans les alimentations thérapeutiques, il peut y avoir différentes choses. Il peut y avoir des aliments thérapeutiques avec plus. Et donc, beaucoup d'entre nous s'occupent de personnes qui sont à risque de dénutrition, fragiles, sarcopéniques. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on va avoir ça. Donc, on va avoir une alimentation thérapeutique hyper énergétique, hyper protidique, dans lesquelles il faut des fois aussi ajouter des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments. Donc, ça, c'est les alimentations thérapeutiques plus. Donc, je vous ai illustré avec le petit monsieur de Monsieur Plus. Et puis, tout à fait à droite, on a au contraire les alimentations thérapeutiques en moins, c'est-à-dire les restrictions alimentaires. Et donc, la question, c'est quand est-ce qu'on va être amené à proposer des restrictions alimentaires chez une personne âgée, une restriction qui peut être en énergie, en protéines, en glucides, en lipides, en sodium et d'autres. Et puis au milieu, donc ce qui ne relève pas de l'alimentation thérapeutique, c'est l'alimentation normale pour une personne âgée. Et l'alimentation normale pour une personne âgée, c'est suffisamment d'énergie pour garder un poids stable, parce que l'objectif chez une personne âgée, c'est un poids stable, des protéines à 1,2 g/kg jour pour bien entretenir ses muscles et de la vitamine D. Donc, on va commencer déjà par se poser la question, si on doit parler d'alimentation thérapeutique, les personnes âgées, c'est une population qui est extrêmement hétérogène. Donc, la question, c'est à quelle personne âgée on s'adresse. Alors, il y a des personnes âgées qui sont robustes. Et donc, vous voyez le monsieur tout à fait à gauche qui a l'air d'être en bonne santé, dynamique. Et en fait, il est en maillot de bain au bord de la mer. Il a de l'activité physique, il a l'air content. Et donc, chez lui, où a priori l'espérance de vie est assez longue, il faut trouver le bon équilibre dans l'alimentation pour à la fois qu'il reste en forme et qu'il puisse aussi éviter des pathologies par une mauvaise alimentation. Et puis, vous voyez qu'on a ensuite des personnes qui sont fragiles, c'est-à-dire qui ne sont pas dépendantes, qui sont parfaitement autonomes, mais qui ont des indicateurs de fragilité qui disent que peut-être cette personne est plus à risque de devenir dénutrie, de tomber, d'être hospitalisée, etc. Il faut aussi identifier la personne âgée sarcopénique, le plus souvent sédentaire, qui n'est pas forcément dénutrie non plus, mais qui n'a pas assez de muscle, pas assez de force musculaire, pas assez de masse musculaire. Et finalement, la personne âgée qui est dénutrie, quelquefois dépendante, en tout cas souvent malade. Et donc, la question, c'est à qui on s'adresse quand il va falloir
prendre la décision d'une alimentation thérapeutique. Et puis, des personnes âgées à différents stades, à différents moments. Et puis, la question aussi, c'est si on pense à une alimentation thérapeutique, ben, c'est qu'il y a des problèmes de santé. Si on n'est pas malade, entre guillemets, ben, en fait, on n'a pas besoin d'alimentation thérapeutique. Alors là, je vous ai mis d'abord un monsieur qui souffre d'obésité. Après, il y a un patient qui est en situation de diabète, d'autres qui ont des problèmes de cholestérol ou de triglycérides, un hypertendu. En bas, une dame qui a apparemment très peu d'appétit et ensuite un monsieur qui est très maigre. Donc, ça fait partie des pathologies qu'on peut avoir adressées pour lesquelles on va être conduit à modifier ou pas une alimentation. Et finalement, le sujet de l'insuffisance rénale, et on me pose souvent la question des apports protéiques dans l'insuffisance rénale. Et puis, il y a aussi la question en particulier des apports en sodium chez quelqu'un en insuffisance cardiaque. Donc, vous voyez que ça relève de beaucoup de situations différentes chez des personnes âgées dans différents niveaux de forme. Alors, ce que j'ai anticipé que vous connaissiez déjà un petit peu, c'est la prévention et la prise en charge de la fragilité, de la sarcopénie, de la dénutrition qu'on va regrouper, qui en fait rassemble un facteur commun, c'est-à-dire une diminution de la force et de la masse musculaire. Et donc dans ces situations, vous savez que l'objectif principal, finalement, quelle que soit la masse grasse, c'est de sauver le muscle. Et donc pour sauver du muscle, il faut des protéines. Et donc là, on peut être à 1, 1,2, mais plutôt 1,5 g kilo jour de protéines pour avoir une synthèse protéique musculaire. Il faut assez d'énergie pour métaboliser ces protéines et puis il faut assez d'énergie pour éviter la dénutrition. Et donc, associé avec une activité physique, eh bien ça, c'est la combinaison gagnante en sachant qu'il ne faut pas laisser courir une carence en vitamine D qui va avoir un effet de diminuer la force musculaire dans ses formes un peu extrêmes. Pour ce qui est de la prévention et de la prise en charge de la fragilité, de la sarcopénie et de la dénutrition, vous savez que les grandes lignes de prise en charge, d'abord, ça se fait avec une consultation diététique, avec un accompagnement par un diététicien ou une diététicienne, qui va d'abord donner des conseils nutritionnels, des aliments riches en énergie et en protéines, des collations, un enrichissement de l'alimentation, des compléments nutritionnels oraux hyperénergétiques, hyperprotidiques, éventuellement des vitamines, minéraux, oligo-éléments, et si tout ça ne suffit pas, de la nutrition entérale, et si le tube digestif n'est pas fonctionnel, la nutrition parentérale. Les conseils nutritionnels chez les personnes âgées, c'est assez proche de des anciennes recommandations pour les adultes, mais adapté à une personne âgée qui est à risque de dénutrition fragile. On dit toujours qu'il faut manger des fruits et légumes. Vous voyez que pour les personnes âgées, on ne va pas insister pour que ce soit 5 fois par jour, 5 portions par jour, mais disons qu'à chaque repas, c'est bien d'avoir quand même des fruits et légumes pour les fibres, pour les vitamines, etc. Les féculents, c'est important d'apprendre aussi à les manger à chaque repas. Certaines personnes âgées ne mangent pas de féculents à certains repas, donc ça, il faut les inciter à le faire, de mettre dans l'assiette à la fois des légumes et des féculents. S'ils n'ont pas envie de cuisiner deux choses, et bien à ce moment-là, au moins prendre du pain avec le repas pour apporter de l'énergie et aussi un peu de protéines. Ce qui est important pour les personnes âgées, vous le savez, c'est les produits laitiers, le lait et les produits laitiers, donc ils sont à des doses plus importantes que chez l'adulte jeune, c'est presque les doses des adolescents, 3 ou 4 fois par jour. Et puis les protéines, là on cite en particulier les protéines d'origine animale, c'est-à-dire viande, poisson, produits de la pêche, œufs, 2 fois par jour. Et là déjà dans ces conseils nutritionnels qui s'adressent à une personne âgée, disons en bon état de santé ou plutôt à risque sur le plan nutritionnel, de dénutrition, vous voyez que déjà les restrictions alimentaires sont limitées. C'est-à-dire que ce qu'on dit chez des adultes qu'il ne faut pas faire trop de gras, là on dit juste sans en abuser, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser en fait un peu comme on le sent, mais c'est juste qu'on ne va peut-être pas boire la bouteille d'huile d'olive entière et manger la plaquette de beurre en entier, mais sinon c'est assez libre. De même que les produits sucrés, sans en abuser.
Ça, c'est important comme base de réflexion parce que vous voyez qu'il y a des fois où on restreint, puis des fois, on ne restreint pas. Et chez les personnes âgées, on a tendance à moins restreindre. Les boissons, et puis là aussi, pour ce qui va nous intéresser pour les restrictions alimentaires, il y a écrit pas de conseils spécifiques. Ça veut dire que dans une situation que je vous cite là, il n'y a pas besoin de faire de restrictions en sel, mais par contre, l'activité physique, c'est toujours. Pour mieux s'alimenter quand on est à risque de dénutrition, il faut plus de goût. Ça, c'est quelque chose qui a été bien noté. Et donc, il faut quand même, le sel, c'est ça qui apporte du goût dans beaucoup de situations, mais aussi le poivre. Les matières grasses apportent le goût, le beurre, la crème, l'huile. Et vous voyez qu'on peut rajouter tous les condiments pour donner un peu plus de goût à l'alimentation et donc stimuler un peu les papilles et l'appétit et l'envie de manger. Alors, ça peut être tout, moutarde, ketchup, mayonnaise, citron, vinaigre, il y en a qui aiment la sauce soja, les plantes aromatiques, ce que vous voulez, mais du moment qu'il y a du goût dans l'assiette. Et puis aussi, pour les personnes âgées qui ont peu d'appétit, on s'est aperçu que plus finalement il y avait de diversité et de variété dans l'assiette, différentes couleurs en particulier, différentes textures, différents goûts, eh bien, finalement, les personnes mangent plus parce qu'ils mangent un peu de ceci, un peu de cela, et au total, ils mangent un peu plus. On peut enrichir les plats avec la poudre de lait, les œufs, le fromage râpé, la crème, le jambon en petits bâtonnets, du sucre, du beurre, de l'huile, tout ce qui va apporter des protéines et de l'énergie. Donc ça, c'est assez la base de la prise en charge alimentaire. C'est assez efficace. Dans certaines études, on a pu montrer qu'on pouvait augmenter jusqu'à 30% les apports alimentaires avec l'enrichissement des plats. Dans d'autres méta-analyses, ils ont dit qu'en fait, ce n'était pas toujours si efficace que ça, qu'en moyenne, on arrivait à enrichir avec 7 grammes de protéines et 200 à 300 calories. Donc, l'appréciation de l'efficacité de l'enrichissement des plats, il est un peu hétérogène. La réalité, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup d'études sur l'efficacité de l'enrichissement des plats. En fait, pour la bonne raison que c'est quelque chose qui est difficile à harmoniser sur une population. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont avoir envie de financer ce genre d'études puisqu'il n'y a pas un seul intéressé dans l'affaire. On aura beaucoup plus, évidemment, d'études cliniques avec les compléments nutritionnels oraux qui viennent de l'industrie de la nutrition clinique. Je voulais insister un petit peu sur la question du jeûne nocturne, qui est quand même un sujet préoccupant. Ça peut être un sujet préoccupant à domicile, mais ça peut être aussi, surtout, je dirais, à l'hôpital ou en EHPAD, où les dîners peuvent être servis assez tôt, 18h, 18h30. Quelquefois, nous, ici, à l'hôpital, on arrive à pousser à 19h, mais ce n'est pas tout le temps gagné. Et puis, les petits déjeuners, ça peut être vers 8h, 8h30, 9h, 9h30. Ça arrive des fois que j'arrive en salle et qu'ils sont encore en train de servir les petits déjeuners et je n'arrive pas très tôt à l'hôpital. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant cette longue période où le corps est obligé d'être un peu en autonomie pour réguler une glycémie constante et en tout cas pas d'hypoglycémie pendant un jeûne si long. Le glucose est particulièrement important parce qu'en particulier pour les cerveaux qui ne peuvent pas fonctionner et puis d'autres organes aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est à jeun pendant longtemps? La première chose qu'on fait, c'est qu'on va aller puiser dans ses réserves de glycogène. Et le glycogène, c'est du glucose, ce que vous voyez là, les petites boules bleues, c'est des chaînes de glucose. Et quand elles vont se séparer, ça va fournir du glucose qui va passer dans la circulation et maintenir la glycémie. Donc ça, c'est un processus qui est assez solide. Et entre les repas, on peut être amené à puiser dans son glycogène. Alors, ça peut poser problème, en particulier chez les personnes âgées qui sont très, très maigres et dénutries et qui n'ont même plus de quoi faire du glycogène pendant la nuit. Et quelquefois, on a pu voir dans certaines publications, ce n'est pas très fréquent, mais ça existe, des hypoglycémies simplement parce qu'ils sont à jeun.
Alors évidemment, quand vous êtes jeune, en bonne santé, vous pouvez être à jeun assez longtemps, vous aurez toujours une glycémie normale, mais chez des gens plus vulnérables, on peut voir même des hypoglycémies. Une fois que ce glycogène est épuisé, et il s'épuise, disons, au bout d'une dizaine d'heures, 10, quelquefois 12, plutôt 10, disons, eh bien, en fait, il va falloir que le corps aille chercher ailleurs de quoi faire du nouveau glucose. Néoglucogenèse, ça veut dire qu'on fait du nouveau glucose à partir d'autre chose que le glycogène. Et donc, pour faire du glucose, il nous faut du glycérol qui vient du tissu adipeux et des acides aminés qui viennent du muscle. Et en fait, quand on va refaire du glucose à partir du muscle, eh bien, en fait, on va entraîner une fonte musculaire. Et on est en train de puiser dans ces muscles les nutriments nécessaires pour aller refaire du glucose, parce que l'urgence, c'est de maintenir une glycémie, sinon on meurt d'hypoglycémie, ou en tout cas, on abîme drôlement bien son cerveau. Donc, cette diminution des acides aminés dans le muscle, en fait, si on est jeune et en bonne santé et qu'on reste longtemps à jeun, quand on remange, on va aller refaire du muscle et finalement, on arrive à avoir une synthèse protéique qui va faire en sorte qu'on ait un muscle à l'équilibre. Chez une personne âgée, on sait que les processus de synthèse musculaire sont altérés et donc, si on répète ces jeûnes prolongés, en fait, le muscle n'a pas le temps de se refaire et donc on perd du muscle juste parce qu'on a été à jeun trop longtemps. Et puis, la deuxième chose, quand on est à jeun pendant 14-15 heures, hein, c'est ce qu'on voit régulièrement dans les hôpitaux, finalement, les repas sont très rapprochés dans la journée. Et donc, on a moins de temps pour prendre ses repas et ses collations. Et on reste 15 heures à jeun, ce qui est quand même un non-sens chez des personnes à risque de dénutrition. Et donc, j'ai pu quand même identifier au moins une étude clinique qui disait que plus longtemps on était à jeun la nuit, moins on mangeait globalement sur 24 heures. Et pour autant, ce n'est pas un sujet facile à aborder sur le plan de l'organisation. Et nous sommes plusieurs à avoir essayé de mettre le petit déjeuner plus tôt, le dîner plus tard, etc. Globalement, on n'y arrive pas très bien. Et donc, la question qu'il faut peut-être aborder maintenant, c'est celle des collations, soit tard le soir, soit tôt le matin, soit pourquoi pas au milieu de la nuit. Les personnes âgées, ça ne dort pas comme des bébés 12 heures d'affilée. Mais c'est un vrai sujet. Et puis, associé à ça, de l'activité physique. Et là, j'ai choisi de vous montrer les résultats d'une méta-analyse récente. En fait, les auteurs ont pris les résultats de 22 études et les ont un peu poolés pour les analyser ensemble. Et ces études, elles avaient vraiment comme cible des personnes âgées fragiles, parce qu'il y a aussi beaucoup de littérature chez des personnes âgées qui sont en bonne santé ou un peu sarcopéniques. Là, on les avait identifiées comme fragiles. On n'a pas beaucoup de ce genre d'études chez les dénutris, donc pour l'instant, on se contente des données chez les fragiles. Et donc là, l'idée, c'était de combiner une supplémentation protéique avec de l'exercice physique. Et ça pouvait être de l'exercice physique en résistance ou multicomposant, c'est-à-dire à la fois de la résistance, de l'endurance, de l'équilibre. Et qu'est-ce qu'on voit si on met tous ces résultats ensemble? On s'aperçoit que si on fait à la fois une supplémentation en protéines et de l'activité physique, de l'exercice physique plus précisément, on arrive à améliorer la prévention des chutes, donc on arrive à limiter le risque de chute. On arrive à améliorer les marqueurs de fragilité. En fait, la somme des résultats se traduit par ce losange noir. S'il passe par 1, le résultat n'est pas significatif. S'il est d'un côté, vous voyez que là, c'est en faveur de la supplémentation protéique et de l'exercice physique. Donc, on y gagne en termes de chute, on y gagne en termes de fragilité et on y gagne aussi en termes de levée de chaise. Après, si on regarde de façon un peu plus précise, là, ils ont regardé différents marqueurs qui pouvaient être améliorés avec la supplémentation protéique et l'activité physique. Eh bien, vous voyez que globalement, là, on montre les résultats à 3 mois, entre 3 et 6 mois et entre 6 et 12 mois. En tout cas, au total, on gagne en poids, on gagne en force, on peut gagner en vitesse de marche, on est moins fatigué. En revanche, ils ne font pas toujours forcément plus d'activité physique spontanée
et on améliore le statut de fragilité. Donc, c'est mieux. Quand on regarde la composition corporelle, eh bien, on s'aperçoit qu'on améliore la masse maigre. Donc, ça, c'est ça qu'on cherche à faire, hein, c'est le muscle. Et en particulier, la masse maigre appendiculaire, c'est-à-dire la masse musculaire qu'il y a dans les bras et dans les jambes. Donc, ça, c'est la masse musculaire qui va nous servir à nous mobiliser. Et donc, c'est exactement le résultat escompté, améliorer le muscle avec les protéines et l'activité physique. En revanche, on s'aperçoit que la masse grasse, elle reste stable. Et ça, c'est un résultat aussi vraiment intéressant parce qu'on ne cherche pas à augmenter la masse grasse, on cherche à la stabiliser. On ne cherche pas non plus forcément à la faire maigrir, mais on voudrait qu'il y ait plus de muscles. Quand on regarde d'autres marqueurs, comme la force des membres inférieurs, là aussi, au total, on l'améliore. On améliore les levées de chaise. On améliore le test du Get Up and Go, qui est un test où on demande à une personne de se lever de sa chaise sans les accoudoirs, de marcher 3 mètres, de faire demi-tour et se rasseoir. Donc, il y a à la fois le lever de chaise et la vitesse de marche. Et donc, ça s'améliore. Et le SPPB, c'est aussi un test combiné qui associe la vitesse de marche, l'équilibre et les levées de chaise. Donc, on améliore beaucoup, beaucoup de paramètres avec l'association protéines et activité physique. En revanche, la dépendance qu'on mesure par l'échelle ADL, eh ben, à aucun moment, elle est améliorée. Donc, ça, c'est à la fois un peu décevant, parce qu'on aimerait bien que l'autonomie soit bonne, mais c'est aussi très difficile de faire bouger la dépendance. D'abord parce que les personnes qui étaient ciblées là, elles étaient fragiles, donc elles n'étaient pas très dépendantes au départ. Donc déjà, c'est encore difficile de l'améliorer. Et d'autre part, la dépendance est souvent très multifactorielle. La nutrition a une part dans la dépendance, mais si on joue que sur la nutrition et sur l'activité physique, ça ne suffit pas toujours pour réduire la dépendance. Enfin, globalement, quand même, on a des résultats vraiment encourageants pour associer nutrition, protéines, exercice physique. Ah, il faut que je reste un peu longtemps. Alors là, il y a une autre étude qui a été faite et publiée plus récemment, justement sur la dépendance, mais la dépendance limitée à la dépendance pour la mobilité. Dans la diapo d'avant, la dépendance, c'était beaucoup plus global. C'est est-ce que je peux marcher, mais est-ce que je peux aller aux toilettes, est-ce que je suis continent, est-ce que je peux sortir de chez moi, etc. Donc, est-ce que je peux prendre ma douche là. Non, là, on va vraiment être simplement dans la dépendance pour la mobilité. Donc, ça, c'est un travail qui a été fait à Rome. Et l'idée, c'était de faire un programme d'activité physique d'intensité modérée 2 fois par semaine au centre, 3 à 4 fois par semaine à la maison et associer de l'endurance, du renforcement, de la flexibilité et de l'équilibre. Et puis, on associait un suivi diététique personnalisé à 25-30 calories par kilo. Donc là, ils ne sont pas censés être dénutris, ils sont juste censés avoir un poids stable. Et 1 à 1,2 g par kilo et par jour de protéines. Ils ont quand même réussi à inclure 1519 personnes et ils avaient choisi une fonction musculaire ou des tests de fonctionnalité musculaire avec un SPPB intermédiaire. Le SPPB, je vous ai dit, ça mesure la vitesse de marche, l'équilibre, les levées de chaise et le score peut être de 0 à 12. Donc, ils ont exclu ceux qui étaient très bien, c'est-à-dire qui avaient des scores à 10, 11, 12 et ceux qui étaient quasi grabataires de 0 à 1 et 2. Ils ont pris au milieu et c'était aussi des gens qui avaient déjà perdu un peu de masse musculaire. Leur critère de jugement pour la mobilité, c'était d'être capable de marcher 400 mètres en moins de 15 minutes, sans s'arrêter 1 minute, sans s'asseoir et sans aide technique ni humaine. Donc, vous voyez, c'est des critères assez stricts. Et après, quand on regarde l'incidence d'une dépendance pour la mobilité, c'est-à-dire qu'ils sont plus capables de marcher 400 mètres en moins de 15 minutes, eh bien, ceux qui ont reçu
l'exercice physique et le suivi diététique, ils sont en jaune et en pointillé, vous voyez qu'ils deviennent moins souvent dépendants pour la mobilité que ceux qui sont en violet, qui ont juste reçu vaguement des explications de bonne santé, mais qui n'ont pas participé au programme d'activité physique et aux consultations diététiques. Donc, vous voyez que globalement, on a quand même des résultats encourageants et on peut améliorer le statut nutritionnel, la fonction musculaire avec la nutrition et l'activité physique. Après, du coup, comment est-ce qu'on va réfléchir de l'autre côté pour les alimentations thérapeutiques avec des restrictions alimentaires? Donc, on sait déjà que chez des personnes qui n'ont aucun appétit comme ça ou chez des gens qui sont très maigres, de toute façon, on ne va jamais envisager la restriction alimentaire. Après, il faut quand même se poser la question, par exemple, pour ce monsieur qui est en situation d'obésité et pour qui le poids à soulever est un peu difficile. Vous voyez qu'il a besoin d'un déambulateur et certains vont lui proposer de perdre un peu du poids pour arriver à se lever tout simplement plus facilement. Après, ce sera la question du diabète, des lipides potentiellement, de l'hypertension, de l'insuffisance rénale et de l'insuffisance cardiaque. Vous allez voir que je ne vais pas tout spécifiquement aborder, mais en fait, le raisonnement est le même et de toute façon, je serai là pour répondre à vos questions à la fin si je n'ai pas abordé quelque chose que vous attendez. Alors, des restrictions alimentaires chez une personne âgée, ça peut être fait pourquoi? Pour perdre du poids, si on peut dire que ça peut être un objectif en soi. Le plus souvent, si on veut perdre du poids, ça peut être aussi pour contrôler les glycémies. Ça peut être pour contrôler une pathologie cardiovasculaire comme l'hypertension ou l'insuffisance cardiaque, pour mieux contrôler une dyslipidémie, pour limiter l'évolution d'une insuffisance rénale chronique, ça c'est pour les restrictions en protéines. Et puis, quelquefois, on aborde aussi la question de vous avez mal aux genoux, vous avez mal aux hanches, c'est parce que vous êtes trop gros. Et on dit peut-être limiter les douleurs d'arthrose et son évolution. Donc ça, je ne vais pas trop en parler parce que, en réalité, c'est une mauvaise indication. Si vous voulez, au moment des questions, on en reparlera. Le problème, c'est que tout ça, ce sont des objectifs qui sont très louables. Mais imaginez un patient de 82 ans qui est en situation d'obésité avec un diabète, une dyslipidémie, une insuffisance rénale et une insuffisance cardiaque. Donc, en fait, ces personnes-là, elles existent. Moi, j'en vois tous les jours. Et donc, là, ça veut dire qu'on a un régime pauvre en énergie, contrôlé en protéines, en sel, en sucre et en graisse animale. Finalement, on n'a qu'à lui donner une bouteille d'eau au début de la journée et lui dire qu'il a droit qu'à ça. Bon, donc ça va forcément poser problème à un moment. Alors, pour réfléchir sur la question du poids, on est obligé de revenir un peu vers les données épidémiologiques de la population âgée sur les questions de l'obésité. Vous avez à gauche ici la variation de l'IMC moyen chez les hommes en bleu, chez les femmes en rouge au cours de la vie. Quand on a entre 18 et 24 ans, l'IMC moyen est aux alentours de 22,5, 23. Et puis, plus on augmente en âge, plus l'IMC augmente, chez les hommes plus que chez les femmes, mais vous voyez que là, on est entre 25 et 27 en moyenne. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est qu'après, bon, bien sûr, là, il faut se méfier un peu parce que la cassure est un peu franche et c'est peut-être lié à un nombre de personnes observées un peu moins important dans ce groupe, mais globalement, c'est concordant avec d'autres études. On a une diminution de l'IMC, une sorte de perte de poids après l'âge de 75 ans. Et donc, la question, c'est est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comment est-ce qu'il faut agir? Si on regarde les données de mortalité selon l'IMC chez les plus de 65 ans, avec un suivi de 12 ans. Donc là, on a quand même pas mal de données. Eh bien, si on regarde les points les plus bas de mortalité dans cette population-là, la mortalité à 12 ans, en fait, là où les chiffres sont les plus bas, c'est aux alentours de 27, 28 d'IMC. Et donc, on s'aperçoit que la nature fait plutôt bien les choses et que finalement, à cet âge-là, au milieu, là, les gens qui sont entre 25 et 27 d'IMC, en fait, ils ont
finalement choisi leur bonne IMC pour avoir un risque de décès à 12 ans au plus faible. En revanche, la mortalité va commencer à augmenter pour les IMC assez élevés. Nous, on voit ça plutôt aux alentours de 35. Là, au-dessus de 35, c'est trop. Et en dessous de 22 ou même 23, là aussi, on a une augmentation du risque de mortalité. Donc, les trop gros, les trop maigres, ce n'est pas bon, mais au milieu, c'est plutôt bien. Donc, ça, c'est intéressant. Si on regarde la prévalence de l'obésité selon l'âge, de façon un peu concordante avec la variation de l'IMC moyen, le pourcentage d'obésité est à environ 10% chez les 18-24 ans, ce qui est quand même déjà énorme en réalité, une personne sur 10 quand ils sont jeunes. Puis elle augmente en vieillissant et puis, vous voyez, ça atteint presque 20%. En fait, chez les hommes, ça atteint plutôt 20% à l'âge de 65-70 ans. Et puis après, de nouveau, comme le poids, comme l'IMC, on a une chute après. Est-ce que l'IMC a la même influence sur le risque de décès quand on est jeune ou quand on est vieux? Non, les choses changent. En fait, quand on est jeune, vous voyez la ligne en bleu, en fait, assez rapidement, la mortalité augmente avec l'IMC. Il y a une vraie courbe en J où il y a une… Est-ce que ça gêne ? Une augmentation de la mortalité qui est très importante chez les obèses quand ils ont entre 20 et 50 ans. Et plus on avance en âge, et là, la courbe jaune est entre 70 et 84 ans, en fait, on s'aperçoit que déjà la courbe s'aplatit et elle a moins une forme de J et plus une forme de U avec un IMC qui est, disons, relativement neutre, entre 22, 27 jusqu'à 30. Et au-delà de 30, éventuellement, on commence à avoir une augmentation de la mortalité. Et dans l'autre sens, on a aussi une augmentation de la mortalité avec des IMC, disons, inférieurs à 20 et encore plus si c'est inférieur à 18. Donc, l'impact à long terme de l'obésité, ce n'est pas du tout le même quand on est jeune et quand on est âgé. Ça veut dire qu'il faut prévenir au maximum l'obésité quand on est jeune. Ça, c'est sûr que d'être jeune et en situation d'obésité, malheureusement, c'est vraiment pas bon pour la santé. Quand on est plus âgé, ça dépend un peu des situations. On a même l'impression que dans certaines situations de pathologie chronique, comme l'insuffisance respiratoire chronique ou comme la fracture du col du fémur, etc., le fait d'avoir un surpoids est plutôt quelque chose de protecteur pour l'avenir. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'obésité. Et donc, dans certaines situations, l'obésité, ça protège. Mais pas quand on est jeune et en bonne santé, au départ. Et puis, il y a la question aussi des IMC bas. Et donc là, je vous ai illustré la prévalence des IMC inférieurs à 22 en bleu et inférieurs à 18,5 en rouge. Ce sont les seuils de dénutrition chez la personne jeune, 18,5, chez la personne âgée, inférieure à 22. Et donc, la prévalence d'un IMC inférieur à 22, en fait, on a plus souvent des IMC bas quand on est jeune. Et puis, quand on vieillit, on a de plus en plus d'IMC bas. Et même, ça a tendance à augmenter après 75 ans. Et puis, chez les jeunes, on a aussi, plus on est jeune, plus on a des IMC inférieurs à 18,5. Et puis, vous voyez qu'après, ça stagne un peu. En fait, là, on voit surtout le côté un peu artificiel de donner un seuil de dénutrition à 18,5 jusqu'à 69 ans et 11 mois. Et puis, à partir de 70 ans, d'avoir un seuil à 22, bien sûr que ça fait un décalage, mais pour l'instant, on n'a pas pu faire mieux. Et puis, donc, on va dire, chez les personnes âgées, ce qu'on craint, c'est la fragilité, la sarcopénie, la dépendance et la diminution de la qualité de vie quand la maigreur s'installe. Alors, la question, c'est est-ce qu'il faut proposer aux personnes âgées de perdre du poids, donc de faire une restriction énergétique? Les gériatres vous diront vraiment de façon unanime non. Non. Pourquoi? Parce qu'une perte de poids, c'est une perte de muscle. Alors, si on dit qu'il ne faut pas perdre du poids, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire.
les efforts doivent converger pour essayer d'améliorer la composition corporelle. C'est-à-dire que dans le même IMC, le même poids, on va essayer d'améliorer la force et la masse musculaire et les performances physiques. Et normalement, ils perdront un peu de gras, mais ce n'est pas vraiment notre objectif. Notre objectif, c'est le muscle à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a que l'activité physique et maintenir des apports protéiques au moins supérieurs à 1 gramme kilo-jour. Après, ça, c'est les gériatres, ils vont toujours dire ça. Après, beaucoup de personnes âgées ne sont pas du tout vues par des gériatres parce qu'en dehors de leur pathologie d'organes, ils n'ont pas d'autres pathologies, ils ne sont pas dépendants, ils n'ont pas de troubles cognitifs, ils n'ont pas de problèmes de comorbidité. Et donc, vous verrez dans des autres spécialités, on peut quand même se poser la question de, dans certaines situations, est-ce qu'il faut quand même perdre un peu de poids? Alors, peut-être. Pour l'instant, on a quand même assez peu d'arguments scientifiques pour dire que ça leur fait du bien. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas proposer de perdre du poids à partir du moment où la personne elle a commencé elle-même à perdre du poids de façon spontanée. Ça, c'est un signe super inquiétant. Quand une personne âgée perd du poids, c'est vraiment un signal d'alerte. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne perd pas du poids juste parce qu'on est vieillissant ou vieux. On perd du poids parce qu'on a un problème de santé. Et donc, à ce moment-là, il ne faut surtout pas proposer de continuer de perdre du poids. Il faut stabiliser le poids et le reprendre. Et il ne faut surtout pas proposer de perdre du poids quand on commence à avoir des indicateurs de fragilité. C'est-à-dire quand la personne commence à marcher lentement, à être souvent fatiguée, à avoir tendance à être sédentaire, manquer de force, avoir du mal à monter les escaliers, par exemple, etc. Donc là, sûrement pas perdre du poids. Et puis, la dernière chose, c'est l'état de santé. Quand il y a des comorbidités qui sont assez importantes pour avoir un impact sur la vie quotidienne, c'est-à-dire que la personne, elle fait plus qu'elle faisait auparavant parce que, à cause de sa maladie, ce n'est pas juste une histoire de prendre des médicaments, c'est que vraiment, il y a un impact sur sa façon de vivre. Et à ce moment-là, il faut tout de suite faire très attention. Et là, ce n'est vraiment pas non plus le moment de perdre du poids. Alors, il ne faut pas attendre que les personnes âgées soient dépendantes pour éviter les pertes de poids. Ça doit s'anticiper bien en amont. Alors, en cas d'obésité, les auteurs de ce travail-là ont essayé de définir l'efficacité soit d'une restriction énergétique, soit d'une restriction énergétique associée à l'activité physique ou l'activité physique seule. Et leur critère de jugement, c'était le temps nécessaire pour marcher 400 mètres. Donc, c'est des personnes qui avaient entre 70 et 79 ans, qui avaient un IMC entre 28 et 42. Et en fait, ils ont ciblé particulièrement des personnes qui souffraient de pathologies cardiovasculaires ou de syndrome métabolique, avec l'idée que la perte de poids allait les aider sur le plan cardiovasculaire et de leur cholestérol et de leur glycémie, etc. Des gens qui étaient sédentaires et qui avaient du mal à se mobiliser. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait seulement la perte de poids? Donc, c'est le trait en noir. Vous voyez que le temps nécessaire pour marcher 400 mètres, au bout de 6 mois, il diminue. Mais comme un peu toutes les situations où on essaie juste de faire perdre du poids, en fait, on retrouve son niveau fonctionnel à 18 mois. Donc, c'est comme si on n'avait rien fait au total. Quand on fait une perte de poids, et donc ça, c'est plus de l'exercice physique, les deux ensemble, et ça, c'est les traits jaunes et les traits bleus. Le bleu, c'est quand on fait de l'exercice en endurance. Le jaune, c'est quand on fait de l'exercice en résistance. Eh bien, dans ces deux situations-là, en fait, on arrive à maintenir sur le long terme une amélioration du temps de marche. On marche plus vite et plus avec un effet maintenu à 18 mois. Mais les messages que j'aimerais bien vous faire passer, c'est que si on fait de l'exercice physique seul, sans perte de poids, on a exactement le même résultat. Donc, on n'a pas besoin de faire cette perte de poids si on fait suffisamment d'exercice. Et c'est vraiment beaucoup plus intéressant pour la personne de ne pas se restreindre spécifiquement en alimentation, ce qui ne dure jamais très longtemps de toute façon, mais l'activité physique, il faut la maintenir et c'est efficace.
Donc, une question qui se pose aussi, c'est est-ce qu'il faut proposer aux personnes âgées avec insuffisance rénale de limiter leurs apports protéiques? Donc, la question se pose, une personne âgée dénutrie arrive en EHPAD, à l'hôpital ou est à domicile. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ce régime pauvre en protéines? Alors, pour répondre à ça, je suis revenue vers les recommandations internationales des sociétés savantes de néphrologie. Et donc ça date de 2020, qui ont travaillé d'ailleurs avec l'Académie des diététiciens. Et donc, eux, ils proposent des apports protéiques en fonction de la situation clinique, en sachant que les situations cliniques, c'est soit il n'y a pas de diabète ni de dialyse, soit il y a du diabète, soit il y a de la dialyse, soit il y a diabète plus dialyse. Donc, c'est cette colonne-là. Et puis, donc, en fonction des insuffisances rénales chroniques, avec des stades de 3 à 5 qui sont métaboliquement stables, au plus bas, on propose des alimentations thérapeutiques avec 0,55 à 0,60 grammes de protéines par kilo et par jour. Donc, vous voyez que c'est très, très bas pour des personnes âgées. Mais avec ça, on peut diminuer le risque d'insuffisance rénale chronique terminale, c'est-à-dire la dialyse. On peut diminuer la mortalité et on peut améliorer la qualité de vie. Si on peut aller même plus bas en protéines, c'est-à-dire à 0,28 à 0,43 grammes kilo jour, mais en faisant une supplémentation d'acides aminés et de cétoanalogues d'acides aminés pour atteindre le même niveau, c'est la même chose. S'il y a du diabète, on limite un petit peu les apports en glucides et donc il faut bien manger quelque chose et donc ils ont élargi un petit peu les apports en protéines. Mais ils disent toujours maintenir un statut nutritionnel stable, ça veut dire de ne pas tomber dans la dénutrition. Et il faut optimiser, ça permettra d'optimiser le contrôle glycémique. Si la personne est dialysée, il y a des protéines et des acides aminés qui partent dans le bain de dialyse. Et donc là, il faut augmenter les apports protéiques. Et enfin, si on est diabétique et sous dialyse, et à ce moment-là, on est à 1,2 g kilo jour. Et s'il y a des risques d'hyper ou d'hypoglycémie, on peut même encore augmenter les apports protéiques. Et si dénutrition, donc ça c'est la SFNCM qui le dit en 2019, on doit monter à 1,2, 1,4, voire 1,5 g kilo jour. Les néphrologues, vous voyez ils pensent que ça peut vraiment rendre service sur le plan rénal de faire un régime pauvre en protéines, mais ils sont aussi très concernés par le fait de maintenir un statut nutritionnel stable. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas de dénutrition parce qu'ils savent qu'à partir du moment où une personne âgée, ou pas d'ailleurs, commence à avoir une dénutrition, le pronostic va être engagé et finalement, il faut choisir entre le pronostic qui est lié à l'insuffisance rénale et le pronostic qui est lié à la dénutrition. En termes d'apport énergétique, ils disent globalement 25 à 35 calories kilo jour, adapté à l'âge, le sexe, l'activité physique, la composition corporelle, l'objectif pondéral, le stade de l'IRC, la comorbidité, le niveau d'inflammation. Bon, quand on dit ça, ça veut dire qu'on ne sait pas et vous faites comme vous pouvez. Et donc, ils n'ont pas vraiment de contraintes sur le plan énergétique, mais toujours pas de dénutrition, pas de dénutrition. Et on garde en tête qu'il y a une association entre IMC et mortalité chez les patients en insuffisance rénale chronique avec un suivi de 1 à 10 ans. Plus l'IMC est bas, plus la mortalité est importante. En cas de surpoids et obésité, il y a moins de mortalité. Donc, vous voyez que ça, c'est encore une situation où on voit le paradoxe de l'obésité. Et donc, pour illustrer un peu comment en pratique on va pouvoir faire nos choix avec tout ça, vous voyez à gauche, si on a un patient de 75 ans qui a peu de comorbidité, qui a des activités de la vie quotidienne correctes, il fait ce qu'il a envie quand il a envie, il fait un peu d'activité physique, il a un IMC supérieur à 25 et il est stable, pourquoi pas? On pourrait lui proposer de limiter un peu ses apports protéiques pour protéger son rein sur le long terme, mais il faut faire bien attention, de bien continuer l'activité physique, prendre sa vitamine D, surveiller son poids plus. C'est des gens qui doivent se peser 1 fois par mois au minimum. Et en cas de modification de l'état de santé ou d'événement de vie,
À ce moment-là, il faut surveiller d'encore plus près le poids et lever la restriction en protéines s'il y a un risque de dénutrition. À droite, vous avez une situation totalement différente, une patiente de 88 ans avec des comorbidités sévères, qui a un retentissement sur ses activités de la vie quotidienne, qui est sédentaire, qui a déjà perdu du poids, qui est dénutrie. Bon, ben là, certainement pas de restriction sur les protéines, mais ça ne veut pas dire là non plus qu'on ne fait rien. On fait toujours l'activité physique, la vitamine D et une alimentation hyper énergétique, hyper protéique. Et la question va se poser pour toutes les situations intermédiaires. Et là, en fait, il va falloir peser pour chacun d'eux le bénéfice, le risque d'une restriction en protéines et du risque de dénutrition. Et donc, surveillance plus des ingestats, du poids, du statut nutritionnel. En cas de dénutrition, augmenter les apports protéiques et énergétiques. Et une restriction protéique ne doit être implantée que chez des patients stables sur le plan métabolique, sans pathologie intercurrente. Donc, vous voyez, beaucoup de prudence. La deuxième situation que je voudrais aborder, c'est la question des régimes contrôlés ou des alimentations contrôlées en sel chez les insuffisants cardiaques. Ça, c'est vraiment une grande source de frustration pour des personnes de manger peu salé. C'est vraiment très peu appétant, c'est pas bon, quoi. Et on sait qu'en plus, l'insuffisance cardiaque en elle-même, avec l'inflammation qui est associée à une anorexie et il y a un risque de ce qu'on appelle la cachexie cardiaque, c'est-à-dire que c'est des personnes qui perdent du muscle surtout, avec un peu d'inflammation. Et du coup, ça, c'est associé à un mauvais pronostic. Plus ça va, moins les cardiologues proposent des régimes très restreints au sodium. On avait vu des restrictions à 2 grammes de sel, c'est vraiment très peu. Globalement, maintenant, vous voyez même qu'il y a une publication qui est de cette année avec une méta-analyse de 17 études et qui suggère que la restriction en sodium ne réduit pas la mortalité, ne réduit pas les hospitalisations, mais que ça peut, en fait, la restriction peut détériorer la qualité de vie et l'élargissement des apports en sodium peut améliorer la qualité de vie. Et puis, en plus, là, on est en train de découvrir de nouveaux médicaments pour l'insuffisance cardiaque, les glyphosines, qui ont aussi un effet sur le métabolisme du sodium. Donc, les choses vont peut-être changer encore plus. Et donc, vous voyez là aussi un autre travail de 2023 qui, enfin, prend en compte la question de l'obésité ou overnutrition et la question de undernutrition, la dénutrition, dans le suivi du nutritionnel d'une personne avec insuffisance cardiaque. Et donc, vous voyez qu'il propose une prise en charge différente en fonction de est-ce que la personne a perdu du poids, si elle a une inflammation chronique, s'ils sont fragiles ou sarcopéniques, s'ils ont des apports en protéines et en énergie satisfaisants, et la qualité de vie et la dépendance. Et avec tout ça, ils font vraiment un diagramme complet que vous aurez le temps de regarder. En pratique, nous, ce qu'on propose, c'est pas de restriction en sodium en dessous de 5 grammes. Et puis, dans les situations chroniques, je dirais que le plus important, c'est surtout d'éviter les grandes variations d'apport sodé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire un régime très pauvre en sel pendant 15 jours et puis après manger 3 paquets de chips et un plateau de fruits de mer. Ça va être très mal supporté. Mais si l'apport sodé est relativement régulier, on peut adapter les traitements et finalement garder des apports en sel modérés mais suffisants pour que l'alimentation ait du goût. Et en cas de décompensation aiguë, qui est vraiment la seule indication aux restrictions en sodium, en réalité, nous, on n'est jamais amené à les prescrire parce que de toute façon, quand vous êtes en œdème pulmonaire, les patients ne mangent pas. Donc, ce n'est même pas la peine de prescrire un régime pauvre en sodium. Les recommandations européennes concernant les restrictions alimentaires en gériatrie sont en effet une grande prudence. Ils disent que les restrictions alimentaires sont susceptibles de diminuer les ingestats, sont potentiellement délétères et doivent être évitées. Donc ça, c'est un consensus d'experts. Il n'y a pas de niveau de preuve scientifique très fort, mais tout le monde est d'accord là-dessus.
En commentaire, ils disent que les restrictions alimentaires vont diminuer le choix alimentaire, diminuer le plaisir de manger, et donc il y aura un risque de dénutrition. Et les bonnes pratiques cliniques, ce sera d'élargir les restrictions alimentaires chez les personnes âgées, réduire le risque de dénutrition, de perte de masse musculaire et de déclin fonctionnel. Alors ça, c'est des recommandations vraiment pour la gériatrie. Mais en réalité, toutes les personnes âgées ne relèvent pas de soins en gériatrie. Vous voyez, les deux messieurs ou même la dame au milieu, s'ils ont un problème de santé, ils ne vont pas forcément du tout aller en gériatrie, ils vont aller en cardiologie, en gastroentérologie, en néphrologie, en chirurgie. Et donc, est-ce qu'on doit les considérer pour autant comme des personnes à fort risque de dépendance, de comorbidité, de mortalité? Alors, je ne dirais pas la même chose des deux personnes qui sont plutôt sur la droite. Vous voyez qu'il y en a une qui doit être déjà fragile, qui a un peu des troubles de la marche, de la statique, et puis l'autre qui est en fauteuil roulant. Donc là, c'est des gens fragiles et dépendants, donc ils iront plus volontiers en gériatrie, mais la grande majorité des personnes âgées ne vont pas passer par la gériatrie. Et donc, l'important à ce moment-là, c'est qu'il faut les évaluer. Alors, ça prend du temps, tout le monde ne sait pas le faire correctement, les gériatres le font bien évidemment, mais il faut savoir à qui on s'adresse. Est-ce que la personne a des problèmes de mobilité? Est-ce qu'elle a un risque de chute? Comment elle est sur le plan nutritionnel? Comment elle est sur le plan fonctionnel? Qu'est-ce qu'elle a comme médicament? Est-ce qu'elle est fragile? Est-ce qu'elle a des troubles de la mémoire? Est-ce qu'elle a des troubles de l'humeur? Et en fait, c'est seulement avec cette évaluation relativement complète qu'on va pouvoir faire un choix thérapeutique en tenant compte des bénéfices et des risques chez une personne âgée. Et puis, il faut aussi en discuter avec la personne elle-même parce que l'alimentation, comme vous le savez, c'est quelque chose quand même de relativement intime et c'est difficile pour une personne jeune, mais encore plus pour une personne âgée, de changer son alimentation. Et donc, il va falloir d'abord quel compromis on a sur le plan théorique médical et quel compromis on peut faire avec le patient pour adopter la meilleure stratégie thérapeutique. Et donc, juste pour finir, je vous donne les références des recommandations sur les alimentations standards et thérapeutiques chez l'adulte en établissement de santé. Donc ça, c'est un texte qui a été fait par la SFNCM et qui a été publié en 2019. Et actuellement, au niveau national, il y a beaucoup d'hôpitaux qui essayent de s'adapter, d'harmoniser leurs pratiques par rapport à ces recommandations. Voilà, j'ai terminé, je suis prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Agathe. Alors, on commence à avoir quelques questions qui apparaissent. Alors, il y avait quelque chose qui n'était pas une question, mais qui était une remarque quand tu as parlé du temps de jeûne nocturne, qui est effectivement un sacré sujet, avec quelqu'un qui faisait remarquer qu'en EHPAD, parfois, le dîner était à 17h45. Ah oui, c'est catastrophique. Bon. Ouais. Alors, au niveau question, j'ai quelqu'un qui demande à partir de quel IMC une personne âgée est-elle considérée en surpoids? Alors, en fait, on a vraiment un peu du mal à répondre à cette question. Dans les livres, dans les recommandations, les définitions du surpoids et de l'obésité sont les mêmes chez l'adulte âgé que chez l'adulte plus jeune. Mais c'est vrai que dans la mesure où un IMC habituel et le plus souvent, l'IMC moyen, il est à 26-27 en France et dans la plupart des pays européens, et que c'est associé finalement au moins de risques de problèmes de santé, de morbimortalité, bah, on n'a pas tellement envie de dire que ce surpoids, il doit être traité, quoi. On peut dire qu'ils sont en surpoids, mais on n'a pas très envie de le dire en fait. Ce n'est pas une vraie réponse, mais à plusieurs moments, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut qu'on change la définition, dans quel cadre, etc. Mais c'est vrai que 27, c'est bien quoi, pour une personne qui a 70 ans et plus. Et du coup, ça fait le lien avec une autre question qui était posée, qui demandait justement si est-ce qu'on se basait sur autre chose que l'IMC, peut-être le tour de taille par exemple, ou un autre critère pour ce type de risque. C'est vrai que chez les personnes âgées, on ne parle pas souvent de tour de taille. Alors, dans les études qui comprennent des personnes âgées, alors que la population étudiée est tout âge, quelquefois on a ces tours de taille. Bien sûr que le tour de taille va être un indicateur de graisse viscérale,
de stéatose hépatique, enfin en fait de graisse qui est là où elle ne devrait pas être. Et ce qu'on appelle la graisse ectopique. Et même chez la personne âgée, c'est associé aux dyslipidémies, au diabète, etc. Mais on n'a pas des analyses aussi fines sur le tour de taille que ce que je vous ai montré sur l'IMC. Donc, on ne peut pas vraiment savoir. En revanche, si de toute façon, on va se dire que ce qui est important chez cette personne, c'est d'améliorer la masse musculaire et la fonctionnalité et la mobilité, avec un peu de chance, ça va contrebalancer un peu cet excès de gras. Mais ce n'est pas dit, ce n'est pas montré. Ok. On a une question sur les restrictions alimentaires que met en place elle-même la personne, mais de façon éventuellement pathologique, dans le cadre de troubles du comportement alimentaire ou de restrictions cognitives, d'orthorexie, etc., ou d'éviction type vegan, etc. Comment faire en fait quand on rencontre ce type de personnes dénutries? Ouais, c'est vrai qu'il y a des personnes âgées qui ont des comportements de restriction alimentaire. Le plus souvent, c'est des personnes qui ont des comportements de restriction alimentaire type anorexie restrictive de toute une vie, en fait. Et certaines personnes arrivent quand même à 80 ans, 85 ans, en ayant toujours été très minces et en voulant absolument pas grossir. Ça les rend plus vulnérables. C'est souvent difficile de modifier leur comportement alimentaire à cet âge-là. Alors, des fois, on essaye de leur expliquer qu'ils sont plus vulnérables à 80 ans et qu'ils supportent moins bien la maigreur peut-être à ce moment-là. Mais les comportements alimentaires là, sont bien ancrés. Donc, on essaye déjà au moins qu'ils ne maigrissent pas, d'entretenir les muscles, d'essayer de lutter contre l'ostéoporose. Vous voyez, de faire tout ce qu'on peut autour et éventuellement d'élargir un peu l'alimentation si elles le peuvent. Donc ça, c'est pas très fréquent, mais il y en a. L'autre, c'est les régimes ou l'alimentation végane ou même végétarienne en réalité. Oui. Alors, ça concerne pour l'instant, parce que ça va probablement changer dans les générations futures, très peu de personnes âgées. Après 65 ans, il n'y a que 2% des personnes qui sont concernées par une alimentation végétarienne et probablement encore moins végane, évidemment. Alors, ça dépend un peu de quel type de végétarien. C'est-à-dire qu'il y a des végétariens qui mangent du poisson mais pas de viande. Il y a des végétariens qui mangent des œufs et des laitages. Et puis, il y a les véganes qui mangent aucun produit d'origine animale. Les véganes, déjà, ce n'est pas très bon pour les jeunes puisqu'ils sont obligés de se supplémenter en vitamine B12. Donc, ce n'est pas une alimentation qu'on peut dire naturelle. Mais tant qu'on est jeune et en bonne santé et qu'on se supplémente en vitamine B12, le plus probable, c'est qu'on est assez élastique et qu'on peut le supporter pendant un moment. Mais chez les personnes âgées, à mon avis, c'est très dangereux. Et donc, on espère que les personnes âgées ne vont pas trop entendre cette mode du vegan, mais obligatoirement, d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y en aura probablement qui continueront à manger vegan s'ils arrivent jusque-là, quoi. Et donc, bon, ça, c'est l'alimentation végane. Après, il y a des gens qui s'auto-censurent sur le sel ou qui ont eu des suggestions de régime peu salé il y a 30 ans, quand ils avaient un peu d'hypertension et qui finalement se sont donné quand même beaucoup de mal, ou des diabétiques aussi qui sont arrêtés à la confiture et tout ça parce que le docteur leur a dit et que ils avaient envie de bien faire. Et en fait, maintenant, on essaye de leur expliquer qu'on peut élargir les régimes, que finalement, l'alimentation diabétique, c'est presque une alimentation normale. Et là aussi, c'est une question de pédagogie de ce qu'on peut faire. Alors, on a remarqué que dans un groupe de personnes âgées qui faisaient des séances d'activité physique adaptées une fois par semaine tous ensemble, certains ne mangeaient pas assez de protéines, pas assez de calories. On a donné des conseils alimentaires une fois par semaine pendant 12 semaines. On s'est aperçu que finalement, ils ne changeaient pas vraiment leur comportement alimentaire, qu'on attend un petit peu à cet âge-là, mais ils s'autorisaient beaucoup plus
des excès au moment festif ou des moments qui étaient importants pour eux. Et donc déjà, ça avait amélioré leur qualité de vie et augmenté un peu les ingestats dans ces moments-là. Et donc, je pense que si on s'autorise déjà à manger un peu plus pendant certains moments, eh ben, sur le total, on a quand même gagné quelque chose. Non. Je pense que ça répond à une autre question qui était sur le diabète pour les patients habitués à réduire le sucre. Je pense que ça répond à votre question. C'était Karen Sévec. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me remettre un message. On a eu une question très pratico-pratique. Enfin, comment se fait la supplémentation en vitamine D chez l'insuffisant rénal? Alors, à partir d'un certain stade d'insuffisance rénale, et je pense que c'est peut-être en dessous de 30 millilitres minute, en fait, la vitamine D qu'on donne à tout le monde ne va pas suffire parce que le rein ne va plus pouvoir hydroxyler correctement la vitamine D pour qu'elle devienne active. Et donc, à ce moment-là, on donne de la 1,25 vitamine D et du calcium. Et bon, donc ça marche. Les insuffisants rénaux, ils reçoivent ça tous et ça permet quand même d'éviter le risque d'ostéoporose. C'est important. Okay. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas une question, mais plus une remarque. Une personne âgée peut être demandeuse de perdre du poids avec l'argument entendable de vouloir gagner en mobilité, autonomie. Même si le contexte ne semble pas favorable à cela, il faut pouvoir l'accompagner. Alors oui, et alors si vous voulez l'accompagner au mieux, en fait, ce qui va le plus l'aider, c'est l'activité physique, plus que la perte de poids. Et s'ils ont mal au genou, eh ben, il vaut mieux l'opérer de son genou et gagner en mobilité plutôt que lui faire perdre du poids. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'on est en train d'arriver en bout des questions. Moi, j'avais une question sur les restrictions en sel et en sucre et les corticothérapies, parce qu'on entend ça aussi parfois chez des patients âgés. Oui, c'est vrai. Alors là, je suis moins à l'aise pour répondre. En fait, là, je vais commencer un travail au niveau de la PHP, justement, pour essayer d'avoir les avis des néphrologues, des internistes, des rhumatologues qui prescrivent éventuellement des corticoïdes pour savoir leur pratique habituelle. Honnêtement, ça, c'est pas mon champ de compétence. Ce sera peut-être un peu plus tard, quand on aura fait le tour, mais je ne sais pas. Bon, j'attends alors. Voilà. Ok, alors, je pense que ça a l'air d'être bon. Peut-être une petite pub pour la semaine de la dénutrition, Oui, Agathe, comme il reste un peu de temps. absolument. J'aurais même dû mettre une diapo, j'avais pensé, j'ai oublié. Alors, cette année, la Semaine nationale de la dénutrition, elle est du 7 au 14 novembre. Le site est ouvert pour s'inscrire, anticiper sur vos actions et éventuellement commander les outils. On a des nouveaux outils, on a amélioré certains, on a des choses à mettre. Et puis, on vous encourage non seulement peut-être à prévoir des actions au niveau de la semaine. Sachez que ces actions, ce n'est pas forcément très long et compliqué à faire parce que vous avez tous beaucoup de travail et on ne peut pas non plus se mobiliser. Déjà, de s'engager à, à diffuser les informations que vous recevez via la newsletter du collectif ou des tweets ou des LinkedIn ou etc. Donc déjà, communiquer avec nous, c'est important. Ensuite, vous pouvez valoriser à ce moment-là des actions que vous avez faites dans l'année. Ça n'a pas forcément besoin d'être au moment de la semaine, c'est au moment de la semaine qu'on va le valoriser, mais ça peut être fait avant, voire après. Donc, toutes vos intentions d'action. Et puis, cette année, on a mobilisé beaucoup de partenaires. Et donc, j'espère qu'on aura une semaine de la dénutrition encore plus belle que celle de l'année dernière. Sachez qu'on a un soutien du ministère de plus en plus important, en fait. Et c'est important parce que c'est le ministère de la Santé et de la Prévention et de la Santé qui
qui missionne le collectif et qui finance le collectif pour organiser cette semaine. Et on a un vrai soutien on a fait une soirée d'ouverture le 31 mai au ministère. L'année dernière, il y avait eu des déplacements des ministres dans les pharmacies, dans les centres de fragilité pour les personnes âgées. Et donc, on a envie de continuer bien. Et donc, si vous pouvez nous aider, ce serait super. Donc voilà, mobilisez-vous. En tout cas, nous, sur la Bretagne, on sera mobilisés au niveau du CAPS avec des webinaires, on va vous donner des idées aussi d'actions. On a un guide de la semaine de la dénutrition avec toutes les actions qui ont eu lieu l'année dernière en Bretagne qu'on vous transmettra dès qu'on ne sera plus coincé par la cyberattaque qui touche le CHU de Rennes et qui nous empêche d'envoyer des mails. Et voilà, n'hésitez pas, on peut faire le lien aussi avec le collectif. Si jamais vous avez des questions, des choses, n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, on est nous aussi soutien du collectif sur cette semaine-là. Donc, vous pouvez compter sur nous, sur la Bretagne. Et le CAPS Bretagne a été très précocement un partenaire très dynamique de la semaine de la dénutrition. Et donc, on est reconnaissant du travail que vous faites. Et je suis en particulier ravie d'interagir avec vous pour travailler. Merci beaucoup. Nous aussi, on est ravis et on espère qu'il pourra y avoir d'autres webinaires ou choses de ce genre-là. Et je pense qu'on va pouvoir clôturer parce qu'effectivement, tout le monde semble ne plus avoir de questions. Donc, comme l'a mis ma collègue sur le chat, vous pourrez avoir accès au replay du webinaire sur la chaîne YouTube du CAPS. Et puis, voilà, vraiment, encore un immense merci, Agathe, c'était très intéressant. Il n'y a que des messages de merci, c'était très intéressant, ça va beaucoup m'aider, etc. Merci pour la qualité de cette intervention. Enfin, je retransmets. Donc, vraiment un immense merci. C'était très clair et très pratique comme d'habitude. Donc, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.